Merci Marquetta qui a introduit finalement cette intervention. Je vais essayer de vous raconter comment on a essayé de fabriquer cette prise de conscience de l'importance de ce sujet dans une collectivité territoriale, parce qu'il est vrai que ça n'est absolument pas une priorité, que ça le devient. Et c'est vrai qu'un des leviers que nous avons pour faire prendre conscience aux politiques, aux décideurs de l'importance de ce sujet, c'est aussi la demande sociale, de pouvoir activer cette demande sociale pour que chaque interlocuteur, chaque parent dans un établissement scolaire demande à ce que ces enfants puissent accéder à une alimentation de qualité. Donc moi, je suis élue depuis mars 2010. La délégation santé-alimentation n'existait pas alors en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors moi, je le fais un peu long parce que PACA, on a du mal à donner de la lumière à cette région-là, les Pacayens et les Pacayennes. Donc voilà, quand je suis arrivée, il a fallu... Bon, je suis une ingénieure du bâtiment, donc c'est vrai que quand on est élu, on n'est pas forcément dans nos spécialités quand on arrive sur une délégation. Donc il a quand même fallu comprendre un certain nombre de sujets pour pouvoir arriver à se mettre à travailler. Très vite, le sujet santé-alimentation m'a amené à prendre en main et à m'interroger sur la qualité du service que l'on offrait aux lycéens de la région. Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 180 lycées, 180 000 lycéens, 26 millions d'euros à peu près par an d'achat de denrées, 11 millions de repas qui sont servis, c'est pas tout à fait rien. Alors c'est pas énorme par rapport à une production agricole, mais c'est quand même pas tout à fait rien en termes de responsabilité en tous les cas. Le sujet aussi de la transition alimentaire a très, très vite émergé et je vais essayer de vous le démontrer en essayant de suivre ce petit plan pour pouvoir vous présenter la construction en fait de notre pensée et du travail qu'on essaye de mettre en place pour pouvoir arriver à atteindre cet objectif de la transition alimentaire. En tous les cas, essayer de l'installer dans les consciences et encore une fois dans les responsabilités de chacun. Donc les objectifs stratégiques, pour arriver à faire prendre conscience de l'importance de ce sujet, qui n'en avait pas, on a toujours un peu le même outil, c'est faire un petit peu peur aussi, faire prendre conscience aussi de ce que ça nous coûte. Donc aujourd'hui, les maladies chroniques, l'action de l'alimentation, la responsabilité de l'alimentation dans les maladies chroniques qui coûtent extrêmement cher à nos sociétés, quelles qu'elles soient. Cette relation, elle est connue, même si on a du mal à la valoriser, à la chiffrer très précisément, on sait qu'elle est là. La problématique aussi de l'accès à l'alimentation en proximité, une alimentation de qualité durable, on l'a déjà dit ce matin, la production bio locale est encore un enjeu extrêmement important. Parce qu'elle ne suffit pas à couvrir la demande qui pourrait émerger aujourd'hui des territoires. On le sait, l'alimentation aujourd'hui, c'est un des besoins fondamentaux de l'humanité, pèse très très lourd dans le réchauffement climatique, dans la production des gaz à effet de serre, dans l'épuisement des ressources, dans ce système qui nous amène au bout de quelque chose, ce système qui est à bout de souffle et dont il faut qu'on arrive à sortir en faisant aussi le moins de dégâts sociaux possibles. L'objectif stratégique, c'était aussi de construire un véritable service public régional de l'alimentation. Lorsque je suis arrivée, on parlait encore du service annexe de la restauration. C'est-à-dire que lorsqu'on a eu la décentralisation de ce service de la restauration, c'était encore perçu comme un service annexe. Ce qui était important, c'est de pouvoir donner
un repas aux demi-pensionnaires, aux internes, la question de la qualité, de la provenance des produits n'était pas encore tout à fait présente. Et surtout, la qualité de cette restauration, on a très vite constaté que nous avions de grands écarts, de prix sur l'ensemble de la région, et deux, de qualité de ce service. Donc le travail que nous menons, c'est d'essayer d'avoir véritablement un vrai service public régional de l'alimentation qui permette d'avoir un accès égal pour l'ensemble des lycéens et pouvoir, si possible, également résorber les inégalités sociales face à l'alimentation. Également, la problématique de la gouvernance alimentaire territoriale dont on a parlé tout de suite. Comment faire pour susciter, mobiliser, développer les coopérations sur un territoire cohérent entre tous les acteurs, que ce soit le foncier, la production agricole, l'élevage, la transformation, la distribution, les achats et enfin la consommation. Et je n'oublie pas le gaspillage, le traitement des déchets, qui sont aussi des sujets majeurs. Donc quelques chiffres clés pour susciter cette responsabilité des acteurs politiques, pour qu'ils y mettent qu'ils se prennent et qu'ils se saisissent de ce sujet. Également, faire prendre conscience à l'administration qui a un poids dans une collectivité territoriale qui n'est pas négligeable. Donc, ce qu'on a essayé de leur faire sentir comme approche, c'est que 24% des maladies, 19% des cancers, 25% de la mortalité sont liés à des facteurs environnementaux, dont l'alimentation. Ce sont des chiffres de l'OMS. Alors là aussi, on a une stabilité des chiffres très aléatoires, puisque je pense qu'il y a des écarts importants, mais cette ressource, ce besoin de chiffrage et d'éléments tangibles je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est un élément extrêmement important. On le sait aussi, le coût des maladies chroniques. On parle beaucoup aujourd'hui des perturbateurs endocriniens qui coûtent très cher en termes de santé publique et qui sont notamment amenés par notre modernité qui a produit des effets positifs pour nos sociétés et qui, parce qu'on a perdu aussi un petit peu le sens de ce que l'on faisait, on a oublié d'analyser ce qui se passait, on s'est fait dépasser. C'est le marché aussi dont on a parlé tout à l'heure, la rentabilité, l'enrichissement de certains au détriment de beaucoup, nous a amené dans le système qui est le nôtre aujourd'hui et qui est compliqué à quitter. Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme beaucoup de régions, c'est aujourd'hui une perte mesurable de 2/3 des espèces végétales, 1/3 des insectes. C'est le résultat aussi de nos modes de production agricole aujourd'hui. Donc je vous disais tout à l'heure, je vous ai donné quelques chiffres pour essayer cet objectif, cette ambition que nous avons de construire un service public alimentaire, de l'alimentation des lycéens. Donc je vous en détaillerai un petit peu plus les quelques éléments que l'on met en place aujourd'hui, en espérant que ces éléments s'inscrivent dans une culture, la culture des services publics de la région, pour que cette direction qui va être amorcée soit le chemin qui soit suivi demain pour construire et mettre à disposition ce service public. Service public, c'est pas une notion annexe, c'est véritablement l'outil, le service public de l'égalité de chacun dans la société qui est la nôtre et qui est toujours plus inégalitaire. Parallèlement à cette ambition de construire ce service public alimentaire de la restauration, bien sûr, il y a d'autres personnes qui sont touchées par la problématique santé, alimentation, environnement. Donc nous sortons là un peu de nos lycées. On a mis en place une politique du joli nom de Praz, qui permet de soutenir sur les territoires toutes les initiatives, parce que là aussi, c'est une des caractéristiques de ces sujets que nous sommes en train dont nous parlons aujourd'hui, c'est que
les territoires, certains citoyens qui sont un peu en avance sur les autres essayent de bouger et d'agir pour essayer de partager et de faire monter cette demande sociale dont je parlais tout à l'heure. Notre rôle, c'est de les soutenir pour qu'ils puissent faire ce travail et nous aider à rentrer dans ce chemin de ce que moi j'appelle de la transition pour ce qui nous occupe, la transition alimentaire, mais cela occupe beaucoup d'autres sujets. Bien sûr, le soutien au circuit de proximité. Lorsque je suis arrivée à la délégation, se posait la question, bien sûr, de la ressource. Où est-ce qu'on allait acheter nos produits? Le désir de privilégier l'achat de proximité. Pour cela, il fallait qu'on puisse aider les gestionnaires qui sont les acheteurs des produits dans nos collectivités. Je reparlerai tout à l'heure de la double autorité qui ne facilite pas toujours les choses au sein de nos établissements, de nos lycées. Donc pour moi, il était évident qu'il y avait nécessité à mettre en place sur les territoires, alors on a appelé ça des postes de logisticiens, mais qui puissent créer ce lien entre le producteur, l'acheteur et détecter le moyen de transport des matières sur le territoire pour faciliter la vie de chacun. Ça n'a pas été difficile. On parlait tout à l'heure des difficultés pour avancer. Un sujet qui n'est pas prioritaire, qui demande d'investir un petit peu d'argent dans une collectivité où il en manque toujours. Moi, j'avais demandé dès 2011 une douzaine de postes pour pouvoir faire ce travail de qualité auprès des lycées et de présence de logisticiens sur les territoires pour faire cette rencontre entre le producteur et l'acheteur. Ça a été très, très, très compliqué. On est loin de nos 12 postes, mais on y arrive, on avance quand même. Il faut insister, mais ce sont des luttes qui ne sont pas simples parce qu'il n'y a pas cette prise de conscience de l'importance de ce sujet, de l'importance politique de ce sujet. Donc on a mis en place ces postes créés. Je vous en parlerai. Une convention avec Régal. Je ne sais pas si vous avez aussi, si vous connaissez ce dispositif, parce que dans les établissements scolaires, on a ce problème de l'achat public. Comment faire pour rester dans la légalité tout en privilégiant la proximité. Donc tout ce travail de critérisation pour pouvoir permettre des achats de proximité, il faut se réinventer tout le temps, être innovant pour pouvoir mettre ces critères en place qui nous permettent de privilégier la proximité de qualité. Parce que ça aussi, on l'a déjà un peu dit, mais c'est bien de le répéter. La proximité en soi, ce n'est pas une valeur totale. Alors, maintenir une activité, notamment une activité agricole, de production agricole sur un territoire, c'est majeur, puisque en 1960, il y avait à peu près 74 000 installations agricoles sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, on est à 11 500. Donc ce maintien de l'activité, c'est un axe majeur de nos actions politiques. Mais cette activité qui est ici, la transformer en production durable, c'est aussi un des axes majeurs de notre action politique. Et la développer en est un autre pour pouvoir redynamiser aussi également nos territoires. Bien sûr, Montsartou, mais Gilles va nous en parler tout à l'heure, le modèle de la France entière. Maintenant, il y a Nord-Pas-de-Calais aussi sur d'autres sujets. Mais c'est vrai que c'est voilà, ce qui se fait, un travail constant de plus de 20 ans sur un territoire nous dit qu'on sait faire des choses. Et ces expériences-là, elles sont à partager pour pouvoir encore une fois se mettre dans la draille, comme on dit, dans notre beau pays de Provence et le suivre. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette question du circuit de proximité est une question qui est saisie depuis au moins 2 mandats. Et ce mandat-là, on a créé un observatoire régional des circuits courts, là aussi pour créer ce point, ce lieu de rencontre entre tous les acteurs qui sont concernés par ces circuits de proximité.
Donc le programme régional alimentation, santé, environnement. Donc nous avons fait signer un cadre, enfin nous avons fait voter un cadre d'intervention avec 5 objectifs: la qualité nutritionnelle, l'alimentation, santé et le développement durable, la qualité de l'approvisionnement, la sécurité alimentaire et la qualité. J'ai dû passer. Merci. Donc c'est le service public régional d'alimentation. Je vous ai donné les 5 objectifs que nous nous étions fixés. Nous avons mis en place une charte avec laquelle nous essayons de travailler avec les différents lycées. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la double autorité au sein des lycées. Autorité fonctionnelle, autorité de gestion. L'autorité fonctionnelle, toujours l'éducation nationale, qui a en charge l'achat des denrées, et l'autorité de gestion, la région, qui entretient, bâtit les bâtiments qui abritent, paye les personnels d'entretien, notamment de cuisine, qui accueillent notamment les jeunes dans le service de restauration. Il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup de souplesse pour pouvoir travailler et ensemble partager les mêmes objectifs. Les politiques n'ont pas toujours pris conscience des besoins, la technostructure non plus. Ils ont tellement de problèmes à régler parce que cette société complexe qui a été très bien illustrée tout à l'heure dans certains schémas, tout le monde est chargé de beaucoup de choses. Donc on a toujours l'impression, nous, région, il y a des élus dans la région qui peuvent avoir des politiques. Donc on donne beaucoup de sous, on met beaucoup de sous dans les lycées. Donc on considère que ces politiques qui sont les nôtres, on a envie de les voir mettre en œuvre dans les lycées. Et quelque part, on est un peu gênant. Parmi les freins dont on voulait essayer de comprendre où ils étaient, cette prise de conscience partagée de l'importance de ce sujet, là aussi, dans cette décentralisation non aboutie, on en a un petit peu parlé ce matin, c'est un vaste sujet, mais c'est assez compliqué. Donc la charte, nous on a demandé au recteur de nous appuyer pour pouvoir la mettre en place dans les lycées et pouvoir co-construire avec les proviseurs et les gestionnaires. Voilà, c'est un travail de tous les jours qui s'amorce aujourd'hui et qui, je l'espère, restera dans le cheminement à venir. Donc, je vous le disais tout à l'heure, accompagner les gestionnaires pour leurs achats. Dans la charte, on précise que l'on privilégie et on aide financièrement aussi les gestionnaires et les lycées lorsqu'ils achètent des produits frais, de saison, de proximité. J'accélère. On croit toujours que c'est trop court et puis qu'on n'en raconte pas assez et puis finalement... Un travail aussi que nous avons fait, la promotion de l'alimentation méditerranéenne, parce que je crois aussi que donner du sens à ces cultures, à cette alimentation qui vient de loin, qui est derrière nous. Aujourd'hui, on a une société qui est hors sol. Pour la rendre plus captive au marché dont on parlait ce matin, on lui fait manger à peu près n'importe quoi pourvu que les ventres soient remplis. Redonner du sens à cette alimentation, c'est aussi se raccrocher à cette culture. L'alimentation méditerranéenne, en plus, a des vertus qui sont connues. Elle est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Et en faire la promotion auprès de nos chefs de cuisine et auprès des jeunes et auprès de la société méditerranéenne, c'est un objectif qui était important. Là-dessus, nous avons travaillé avec Denis Léron, que certains d'entre vous connaissent sans doute, et qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur la nutrition depuis de longues années. Je vous ai tout à l'heure parlé du PRAS. Bon, on a une quarantaine de dossiers qui sont remontés du territoire et qui tournent
autour de l'alimentation, des jardins partagés, et que l'on essaye de soutenir. Des projets aussi, moi je m'occupe de ce qu'il y a dans l'assiette des jeunes, mais naturellement je me suis posé la question de l'organisation bien sûr de ces achats sur le territoire. Donc nous essayons de soutenir le mieux possible des dispositifs qui permettent cette mise en relation entre les producteurs et les acheteurs. Ainsi, nous avons conventionné avec le pays de Haute-Provence et le Conseil général du 05 et la région pour pouvoir créer un réseau, le réseau de gouvernance alimentaire locale du 04, pardon, je me suis trompée, pour créer ce lien entre les acheteurs et les producteurs et aussi redonner du sens au métier de la cuisine. Aujourd'hui, nous avons, dans certains territoires, et notamment celui-là qui a ouvert la voie, par exemple, des cuisiniers qui vont acheter une bête entière, qui vont la découper dans leur cuisine et qui vont avoir dans leur préparation culinaire une autre manière de procéder et qui redonnent là aussi encore du sens à leur métier. Donc les perspectives, intégrer la transition alimentaire dans l'ensemble des politiques régionales. Ce que j'espère aujourd'hui, cette délégation qui paraissait un peu iconoclaste avec cette insistance qu'il y avait sur la qualité de l'alimentation, la revalorisation des métiers de la cuisine, le diagnostic de ce qui se passait dans nos cuisines, vient construire ce besoin que nous avons tous et que nous partageons ici de cette transition alimentaire. La stratégie régionale de développement des systèmes alimentaires territorialisés, on en a parlé tout de suite. Nous suivons de près les travaux de l'ARF pour essayer également d'avancer. Nous avons construit une transversalité toujours très compliquée de construire de la transversalité avec mes collègues du foncier, de l'agriculture, du développement durable et la délégation santé alimentation pour se mettre autour de la table, mettre nos agendas et nos connaissances des territoires pour pouvoir, d'ici le mois de juin, mettre autour de la table tous les acteurs qui sont dans ce sujet des systèmes alimentaires territoriaux pour pouvoir bâtir, soutenir des systèmes émergents, dont quelques-uns, on a quelques exemples qui existent sur le territoire. La région, effectivement, la bonne échelle, elle doit soutenir et permettre la rencontre, permettre aux gens de se parler. Elle doit être en fait une région stratège. Donc on en parlait aussi ce matin. Les régions, la décentralisation, si on lui laissait les moyens de s'exprimer aussi, parce que c'est dans le sujet qui est complexe, a des politiques à mettre en œuvre et à porter pour pouvoir aboutir et autonomiser les actions de nos territoires, et notamment sur ces systèmes alimentaires territorialisés. Merci. Merci.